de la morale et de l'éthique. En cela, c'est l'allégorie du roi et du grain de maïs qui m'inspire. Il était une fois un roi, un souverain, très vieux, très en âge, très avancé, qui devait partir. Mais il ne mourrait pas. Et ses successeurs potentiels sont venus le voir pour lui dire, mais il faut partir. Si tu ne veux pas, tu quittes le trône et nous on s'installe parce qu'on prend de l'âge. Et le souverain leur a répondu, ben, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai satisfaction, mais à une condition. Et la condition, c'est qu'il leur a distribué des grains de maïs, à les mettre en terre et à revenir après le résultat pour que la décision se prenne. Ils sont partis tout contents avec leurs grains de maïs qu'ils sont allés mettre en terre. Le maïs n'a pas germé. Le maïs n'a pas germé. Qu'est-ce qu'on fait? La plupart d'entre eux sont allés acheter du maïs, des sacs de maïs, des tonnes de maïs, qu'ils ont amenés donc le jour J au roi, au souverain. Mais un seul est venu les mains vides. Et ils ont dit, oh roi, voilà le résultat. Donc, la décision doit être prise aujourd'hui pour qu'on prenne le pouvoir. Et le roi leur a répondu, la semence que je vous ai donnée ne peut pas germer. La semence ne peut pas germer, donc vous ne pouvez pas avoir ce résultat. Dans le lot, le seul qui était là, c'est lui qui était en train de dire la vérité. Je vous dis ça parce que dans le contexte béninois, qu'est-ce qu'on nous aurait dit? Ceux qui ont amené des sacs de maïs, ils sont intelligents. Ils billent face à l'enjeu qui était de prendre le pouvoir, il bille, et l'autre, il est bête, le bouc. Or, c'est l'inverse. C'est l'autre qui n'a rien amené, qui est dans le vrai. C'est lui l'intègre. Et les autres sont dans le faux. Donc, chez nous, en général, quand on a une situation comme ça, on dit Yebi, mais bio. Voilà. Si nous n'assainissons pas cette mentalité, nous allons continuer à promouvoir des gens faux, au détriment des gens vrais. Or, c'est le vrai qui doit être meneur d'homme. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette allégorie pour justifier ma proposition d'assainissement, de mise en place d'un cadre d'assainissement des mentalités chez nous. Ma dernière conférence. Se réunir aujourd'hui autour de ce thème, c'est encore relever le défi de la nation pour laquelle l'Église veut la paix et rien que la paix. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, on l'a entendu dans toutes les allocutions qui vont précéder, mais je le rappelle. Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral de vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2016. Chers frères et sœurs, lycées invités, ce thème est évidemment vaste, très vaste, et pourrait nous occuper au-delà d'une journée de réflexion. Je me suis alors demandé comment mieux ouvrir la journée avec une conférence inaugurale dont les termes clés sont crise sociopolitique, conflit, nation, conférence que l'on charge de l'énorme mission de trouver les moyens et les voies de sortie de crise. Donc la conférence inaugurale, vous l'aurez compris, c'est intitulé « La nation face aux crises socio-politiques ». Quels sont les moyens pour éviter la crise et sortir des conflits? Évidemment, pour des humains sensibles à la condition humaine et pour toute autorité, tout personnel politique, soucieux des souffrances de leur peuple, le bien-être collectif est véritablement
du développement durable, les événements douloureux, pas trop lointains, de 2019, 2020, 2021, et la tension, qu'on le veuille ou non, qui couvre depuis le vote du dernier code électoral dans notre pays, sont suffisants pour éveiller les consciences et travailler à la prévention. Nous remercions l'Église et les confessions religieuses pour l'organisation de ce vote. Ayant ces événements douloureux à l'esprit, on peut légitimement se poser la question de savoir si nous en avons tiré des leçons pour le devenir du Bénin. S'il faut s'en tenir à la démarche ainsi qu'au contenu du code électoral révisé, dans la nuit du 5 au 6 mars 2024, on a bien des raisons de s'inquiéter. Qu'ils vous souviennent que l'élément déclencheur de la crise et du conflit ivoirien en 2010 a pour origine, l'élément déclencheur, c'était un code électoral. Un code électoral voté. J'ai lu sur le site web abidjan.net. Je vous lis ce que j'ai lu. L'article 35 de la Constitution ivoirienne est véritablement le poison de la vie sociopolitique ivoirienne depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Pour barrer la route à un prétendant, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, avait adopté en 1995 un code électoral qui exigeait du candidat qu'il soit de père et de mère ivoirien d'origine. Ces élections peu ouvertes n'ont fait qu'exacerber la crise sociopolitique avec en ligne de mire l'élection de 2000. C'est alors que le pouvoir inventera le brumeux concept de l'ivoirité qui très vite aboutit à la catégorisation des citoyens. D'un côté, les purs, de l'autre, les douteux. Félicitations. Je crois que beaucoup savent ici que pour la gestion de cette crise et après les accords de Marcoussis, ma modeste personne a été sollicitée. Et donc, j'ai été sur la crise ivoirienne des années durant et j'y suis encore. Le reste de l'histoire, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous le savez. Un coup d'État qui renversa Bédié le 24 décembre 1999, une élection présidentielle le 22 octobre 2000, dont les résultats très contestés dans la rue ont fini par consacrer Laurent Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Des militaires appuyés par des rebelles du Nord tentent le 19 septembre 2002 un coup d'État visant à renverser le président Laurent Gbagbo. Un conflit armé qui coûta la vie officiellement à plus de 3 000 Ivoiriens. Le pays continue de penser cette vie. Alors, voilà un rappel. Alors, se posent à nous les questions suivantes. Dans le cadre et le contexte inaugural de ce colloque, qu'est-ce qu'une crise sociopolitique? Qu'est-ce qu'un conflit? Les crises et les conflits sont-ils inhérents à la constitution des États-nations? De quels moyens disposons-nous? De quels moyens disposent les États pour éviter les conflits et mieux gérer les crises? Donc, je vais faire un peu de théorie en parlant des notions de crise et de conflit. Je n'aime pas beaucoup la théorie, donc vous verrez que je reviens toujours sur terre, parce que nous devons rester sur terre. Le mot crise est un terme éminemment polysémique et peut désigner des situations diverses. Nous venons de finir, bien nous y sommes encore, je ne sais pas, la crise sanitaire, le Covid, il y a des crises économiques, des crises culturelles, etc. Mais nous retenons, dans le cadre de cette conférence, qui est appelée crise sociopolitique, tout moment difficile dans la vie d'un pays. C'est généralement une situation de défiance des populations vis-à-vis du pouvoir établi, ou encore l'apparition de désaccords entre les partis politiques au sein d'une coalition ou sur l'échiquier politique. Elle fait souvent suite à un acte, à une décision qui soulève l'indignation du peuple. Les crises politiques couvrent toujours, et lorsque c'est le cas, un seul acte, parfois insignifiant, suffit pour les déclencher. C'est l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral récemment voté et promulgué, a suscité indignation et réprobation au sein de la classe politique nationale et au sein de l'élite intellectuelle avertie de ces questions, et aussi de la société civile, WANEF, Social Watch, etc., soucieuse de la cohésion nationale et de tous les organismes préoccupés par la qualité du vivre ensemble au Bénin, notamment l'Église catholique. Si on entend par crise ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'un conflit? Selon le sociologue Bruno Simon, le conflit suppose la rencontre de forces dans le cadre d'un affrontement. Il s'agit d'une confrontation dans laquelle les protagonistes sont des acteurs. Le terme conflit est donc différent du terme de crise. Le terme conflit se distingue ainsi de celui de crise en ce sens qu'il implique une opposition hardie entre différents acteurs, alors que la crise caractérise une situation de désordre, de chaos, laquelle peut ou non déboucher sur un conflit. On a des crises. J'ai donné le cas de la crise de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, qui a perduré, débouché sur un conflit et qui continue avec les différents dialogues. Bon, en termes de crise sociale, et plus sociale que politique, nous avons connu la crise des Gilets jaunes en France, où c'est le dialogue qui a réglé cela. Nous avons la crise de 2019 au Bénin, qui a perduré jusqu'en 2021, avec son lot de morts, blessés graves, exilés, emprisonnés de toutes catégories et pas des moindres. Emprisonnés de toutes catégories et pas des moindres, et pour lesquels tous les plaidoyers, même au plus haut niveau, n'ont eu à ce jour aucun écho favorable auprès des autorités compétentes. Mesdames et messieurs, j'aime une phrase. Les souffrances morales du peuple sont aussi génératrices de crise. Pour peu qu'une étincelle s'y mêle. Les crises sont certes inhérentes à la vie et à la société, et davantage sur le terrain politique. Les crises peuvent être source de maturité et progrès pour les communautés qui décident d'en tirer des leçons pour avancer dans la vie. En politique, j'ai coutume de dire que la grandeur d'un homme politique n'est pas forcément sa capacité à ne pas générer des crises. Parce qu'il va prendre des décisions, il va poser des actes. Donc ce n'est pas sa capacité à ne pas générer des crises, mais c'est sa capacité à résoudre la crise dans l'intérêt général, même s'il en est l'auteur. Voilà donc ce que je peux vous dire sur les notions de crise et de conflit. Maintenant, nous allons voir au Bénin les crises. La nation béninoise face aux crises sociopolitiques de 60 à nos jours. Je suis remonté très loin, parce que nous sommes dans une réflexion scientifique. Mais tous ceux qui ont pris la parole avant moi le disent. Nous devons remonter loin. On ne se cantonne pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et l'avantage d'un homme sage, c'est de tirer ce leçon de ce qui lui est arrivé pour pouvoir avancer. Donc, je voudrais ici donner seulement quelques exemples de crises sociopolitiques, mais surtout, je vais insister sur le concept de nation, puisque dans mon thème, il y a la nation. Je vais insister sur le concept de nation et sa place au cœur de crise. Sommes-nous véritablement une nation dans le développement moral? De la nation béninoise et sa vulnérabilité. Qu'appelle-t-on nation? Il y a deux définitions. Premièrement, la nation est appelée nation, un groupe d'humains assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre ensemble. Il s'agit d'êtres humains. Il s'agit d'une communauté politique, donc des gens vivant sous les mêmes lois, communauté vivant sur un territoire ayant une communauté d'origine, de culture, d'histoire, de tradition, parfois de langue. Dans ce cas de figure, on appelle ça, le synonyme c'est le peuple. Ou encore une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifié par une autorité souveraine. Le synonyme ici, c'est l'État. Vous verrez, le Bénin est à cheval sur ces deux définitions, et dans ce cas de figure, je conclus que
que l'esprit national au Bénin est en construction et demeure toujours un idéal. Cet esprit national, je l'ai défini comme le fait de nous sentir co-héritiers d'un même testament, notre histoire, co-héritiers d'un même projet, celui de construire notre pays pour agir et espérer ensemble. Quoi de plus sacré et enthousiasmant, m'étais-je exclamé dans mon livre Conviction, où j'aborde la question. Sur ce point, avouons que nous sommes à la traîne, comme d'autres pays africains d'ailleurs. La nation doit être au début et à la fin de tout ce que nous entreprenons. C'est un défi permanent. Se réunir aujourd'hui autour de ce thème, c'est encore relever le défi de la nation pour laquelle l'Église veut la paix et rien que la paix. Pour être plus précis, je vous dirais que la nation, c'est la communauté de destin. C'est le trait d'union, la raison qui justifie et pousse à agir ensemble pour l'intérêt commun. La nation béninoise est donc fragile et reste vulnérable aux crises. Et il revient aux dirigeants d'en prendre conscience pour travailler constamment à sa construction, à sa consolidation. Dans une nation en construction comme la nôtre, tout acte posé doit concourir à son édification. Je l'ai appris au niveau de la gestion de l'État. L'équilibre régional est recherché en permanence. Je l'ai compris dans les discours quand nous parlons de l'unité nationale. On parle du pays de Bianzin, du pays de Tabac, du pays de Biokera, du pays. Nous devons tout le temps avoir à l'esprit que notre nation est en construction. Et tout acte que nous allons poser, tout propos doit aller dans le sens de la construction de notre nation. Mais notre nation vulnérable a rencontré des crises. Depuis 1960, elle a rencontré des crises. Plusieurs crises ont jalonné l'histoire du Bénin. Depuis l'indépendance, le 1er août 1960 jusqu'à nos jours. Certains ont été violents, d'autres moins. Certains ont conduit à des changements de régime, d'autres non. Je donne quelques exemples. Le premier exemple que je voudrais donner, c'est l'affaire Boïki, en 1963. Je l'ai baptisé la crise des balbutiements politiques à l'épreuve du pouvoir d'État. Que s'est-il passé? Après seulement 36 mois, je crois, d'existence, le pouvoir établi depuis 60 est secoué par une crise. C'est l'épilogue d'un mouvement, ou de plusieurs mouvements qui agitaient le pays déjà depuis quelques mois. Tout est parti de l'alliance PDU, Alliance Pagaya-Piti, qui avait la gestion du pays. Donc cette alliance, les dissensions, ça arrive. Et nous avions une assemblée nationale, c'était la deuxième, je crois. On a enregistré la mort d'un monsieur appelé du nom de Dossou, originaire de Sakété. Et ce meurtre avait impliqué à l'époque un député PDU. Donc l'ingrédient était là pour que les mécontents de l'Alliance se saisissent pour faire voler en éclat l'Assemblée nationale. Mais si ça s'était arrêté là, c'est bon. Cette crise a emporté l'exécutif à l'époque dirigé par le président Hubert Bourguin. Vous voyez donc que les arrangements politiques mal pensés peuvent être facteurs de crise. Deuxième exemple que j'ai donné, c'est la crise de 1970 jusqu'en 1972. Je l'ai appelée la crise des dissensions politiques lancinantes et pulsatiles. En effet, en 1970, l'avènement du conseil présidentiel, le monstre à trois têtes qui devait diriger le Dahomey du fait des dissensions récurrentes entre les acteurs politiques, a connu son épilogue avec le coup d'État de 1972. Ma conclusion, c'est que les dissensions politiques lancinantes et pulsatives sont facteurs de crise. Donc, il faut les éviter. Le troisième exemple que j'ai donné ici, c'est la crise de 1989. Le Bénin des arbitraires. C'est la crise des arbitraires. Les dénonciations, donc avec le régime militaire marxiste, on avait des dénonciations et arrestations arbitraires
du temps de la Révolution, avec ses banans, petits palais de Christ de Robert et autres histoires de torture des contestataires du système. Donc tout cela avait donné lieu à une période d'exil, volontaire ou involontaire de nos compatriotes. Ainsi, l'exaspération du peuple a eu raison du régime militaro-militaire marxiste. Le soubassement de la crise de 89 était donc d'abord politique avant que ne s'y mêlent les considérations économiques. L'épilogue de cette crise fut la conférence nationale de février 1990 qui a consacré la chute du régime marxiste, la dissolution des institutions, la refonte du système politique avec l'avènement de la démocratie libérale. Après ça, nous avons eu des crises mineures. Je n'ai pas eu le mot, mais je serai obligé de l'utiliser. Et c'est des crises électorales. Il n'y a pas de crise mineure. Nous avons eu des crises. La crise électorale de 1996, je mentionne ça brièvement, où il y a eu une marche sur la Cour constitutionnelle, où un domicile d'un membre de la Cour constitutionnelle a été ciblé par des tirs, et la crise électorale de 2011 cristallisée autour de la liste électorale. Mais ce sont des crises, des soubresauts qui ont été vite gérés. Le Bénin maintenant, de 2019 à 2024. J'ai baptisé cette crise la crise des Rubicons franchis. La crise de tous les Rubicons franchis, que je pourrais encore appeler la consécration et l'institutionnalisation de l'inacceptable en démocratie. En effet, du certificat de conformité sorti d'un chapeau magique en violation des tests nationaux et régionaux au vote de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant donc la loi 2019-43-15 portant code électoral, nous sommes passés par l'Assemblée nationale monocolore où deux partis d'une même mouvance ont constitué la majorité et la minorité parlementaire. C'est du jamais vu. Dans toute démocratie, la majorité, c'est la mouvance au pouvoir, la minorité, c'est l'opposition. Mais nous avons connu ça. C'est ce que j'ai appelé inacceptable en démocratie. Nous avons connu la révision de notre constitution en procédure d'urgence. Les spécialistes de la question sont là pour nous dire si c'est acceptable ou si ce n'est pas acceptable. Donc, avec tous ces inacceptables et ces Rubicons franchis, je tiens à préciser que ce sont des expériences. La vie, c'est expérience. J'ai parlé de Boïki, j'ai parlé des crises lancinantes et puissantes, j'ai parlé de la crise électorale, je parle des Rubicons. Le Bénin doit pouvoir tirer le son de tout ça pour pouvoir avancer. Donc, depuis 2019, cette crise, nous sommes rentrés dans une ère d'exclusion politique que j'ai qualifiée de dérangeante pour les principes élémentaires de toute démocratie. Une ère de Rubicon allègrement franchie en violation de l'expérience démocratique dont notre pays se déclare quand même depuis la conférence nationale. J'en conclus que la démocratie béninoise a de plus en plus un goût amer, car l'expérience s'entiche de confiscation de tout genre, outre les mots de toujours. Aussi, le modèle se trouve-t-il aujourd'hui dans une impasse, parce que taillé sur mesure est désormais livré aux desiderata de quelques particuliers qui ont vite fait de surestimer les droits de la majorité en démocratie et d'ignorer ceux de la minorité, pourtant indispensables dans l'équilibre politique de toute démocratie. Là se trouvent les prémices de la nouvelle crise sociopolitique, objet de l'attention des confessions religieuses qui nous réunit ce jour. Y réfléchir est un choix responsable. Et je salue cette prise de responsabilité, aussi bien de l'Église que de tous ceux qui ont décidé sincèrement de participer à ce colloque pour que ensemble des solutions soient trouvées.
J'aborde maintenant ma partie consacrée à comment sortir des crises et éviter les conflits. Quelles sont les stratégies, les choix et les moyens. Je vous disais tantôt que les crises sont inhérentes à la vie. L'essentiel reste la manière de les gérer. L'essentiel reste l'approche de gestion. Les approches en matière de gestion de crise sont de deux ordres. L'une basée sur la collaboration, donc la discussion et le dialogue, et l'autre basée sur les rapports de force ou l'usage de la force, donc de la domination et de la soumission. Cette deuxième approche, j'avoue, est à éviter au regard de ses conséquences parfois dramatiques, mais souvent dommageables pour la cohésion et le vivre ensemble. En effet, elle peut bien permettre d'aboutir au triomphe d'un camp, mais ce triomphe n'est que provisoire, puisqu'il sera bâti sur des fondements de crise latente, ce qui est dangereux pour notre nation en cours de construction. Ceci dit, pour sortir des crises et créer le moins possible, ou en créer le moins possible, et surtout ne jamais arriver au conflit, les solutions livresques et passe-partout ne sont pas toujours productives. Il faut parfois, et surtout d'ailleurs, en ce qui nous concerne, interroger nos comportements, les us et coutumes, bref, notre culture, sans toutefois oublier les réalités dans lesquelles nous baignons actuellement. Quelles sont les solutions? J'ai trouvé un premier groupe de solutions que j'ai baptisé les solutions endogènes et typiques au contexte culturel et vivant. La première solution, première stratégie, premier moyen, c'est de rompre avec ce que j'ai appelé la culture du Johodo, mi Johodo, sans Maroho. On demande de Johodo et on ne le rend pas. Cette tendance à l'apaisement sans fouiller le dossier a édifié chez nous au Bénin un vivre ensemble de façade. Il faut apprendre à crever les abcès pour un réel apaisement des cœurs. La réconciliation n'est réalité que dans la justice et la vérité. C'est un processus en 3 temps. Et la République d'Afrique du Sud de Nelson Mandela l'a si bien compris avec la commission mise en place à l'époque dans ce pays. Il nous faut donc construire au Bénin une société de discussion courtoise, de dialogue et de discours rationnels délivrés dans une certaine agora pour éclairer nos chemins dans l'œuvre de construction de la nation. Donc, voilà, il faut rompre avec le Johodo Manoko. Deuxième moyen que j'ai trouvé, c'est de restaurer la sacralité de la parole donnée et l'intégrité de la parole politique. En effet, dans notre pays, la parole politique a été profanée par du personnel politique majeur. Je veux dire des personnels qui ont rang, des personnalités qui ont rang de leader. Ils ont rang de leader. Cet anglicisme devenu usuel à français, il veut dire personne qui conduit, des meneurs d'ordre. Donc des gens qui sont devenus des gens à parole douteuse, des gens qui n'inspirent plus confiance, des gens en qui on peut opposer des propos d'hier qui sont aux antipodes des pratiques d'aujourd'hui. Or, il est une évidence que la cité ne se construit que sur la vérité. J'ai souvent entendu dire, Monseigneur de Souza, et à son âme, servir un adage de chez vous qui dit c'est la vérité qui y est réunie. À la conférence nationale de 1990, le Bénin a eu le mérite d'avoir déballé des choses, qualifié des choses. Rester 10 jours ensemble pour parler de notre pays a laissé forcément une trace positive. La trace, c'est la culture du dialogue, pour nous sauver nous-mêmes. Il nous faut donc des instances de vérité qui nous aident à repartir de nouveau, à rebondir après chaque crise mineure, évitant ainsi le conflit. Il faut donc recourir au dialogue, mais à un dialogue de vérité.
à la discussion sociale permanente, comme ce qui se fait aujourd'hui lors de ce colloque. Ma troisième stratégie que j'ai proposée, c'est de faire mémoire. C'est s'en souvenir, se souvenir, parce que c'est en se souvenant qu'on construit l'avenir. L'amnésie doit cesser d'être notre second pot au Bénin. L'amnésie est notre second pot. Et c'est la seule façon d'apprendre à tirer le son du passé. 1963, j'en ai parlé, 70, 89, 96, 2011, 2019 jusqu'en 2021. Nous devons tirer le son de tout ça pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Au titre donc des stratégies endogènes, j'ai une autre que j'ai appelée l'assainissement des mentalités. Nous devons sortir du paradigme politique ambiant chez nous, qui est un pragmatisme. Un pragmatisme qui est une doctrine ennemie de l'éthique et de la morale. Bon, c'est là, c'est pas. En fait, c'est du pragmatisme. C'est une doctrine ennemie de la morale et de l'éthique. En cela, c'est l'allégorie du roi et du grain de maïs qui m'inspire. Il était une fois un roi, un souverain, très vieux, très en âge, très avancé, qui devait partir. Mais il ne mourrait pas. Et ses successeurs potentiels sont venus le voir pour lui dire, mais il faut partir. Si tu ne veux pas, tu quittes le trône et nous on s'installe parce qu'on prend de l'âge. Et le souverain leur a répondu, ben, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai satisfaction, mais à une condition. Et la condition, c'est qu'il leur a distribué des grains de maïs, à les mettre en terre et à revenir après le résultat pour que la décision se prenne. Ils sont partis tout contents avec leurs grains de maïs qu'ils sont allés mettre en terre. Le maïs n'a pas germé. Le maïs n'a pas germé. Mais qu'est-ce qu'on fait? La plupart d'entre eux donc, sont allés acheter du maïs, des sacs de maïs, des tonnes de maïs, qu'ils ont amenés donc le jour J au roi, au souverain. Mais un seul est venu les mains vides. Et ils ont dit au roi, voilà le résultat. Donc, la décision doit être prise aujourd'hui pour qu'on prenne le pouvoir. Et le roi leur a répondu, la semence que je vous ai donnée ne peut pas germer. La semence ne peut pas germer, donc vous ne pouvez pas avoir ce résultat. Dans le lot, le seul qui était là, c'est lui qui était en train de dire la vérité. Je vous dis ça parce que dans le contexte béninois, qu'est-ce qu'on nous aurait dit? Ceux qui ont amené des sacs de maïs, ils sont intelligents. Ils billes, face à l'enjeu qui était de prendre le pouvoir, Yébi, et l'autre, il est bête, le bouc. Or, c'est l'inverse. C'est l'autre qui n'a rien amené, qui est dans le vrai. C'est lui l'intègre. Et les autres sont dans le faux. Donc, chez nous, en général, quand on a une situation comme ça, on dit Yébi, mais bio. Voilà. Si nous n'assainissons pas cette mentalité, nous allons continuer à promouvoir des gens faux, au détriment des gens vrais. Or, c'est le vrai qui doit être meneur d'homme. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette allégorie pour justifier ma proposition d'assainissement, de mise en place d'un cadre d'assainissement des mentalités chez nous. Ma dernière conférence sur l'anniversaire de décès de Monseigneur Isidore de Souza m'avait déjà donné l'occasion de toucher un peu le sujet en disant que c'est un monsieur qui nous a donné un testament que nous devons explorer et dans lequel nous trouverons forcément des idées pour mettre en place des mécanismes qui nous permettent de corriger cette mentalité bizarre que nous avons. Voilà donc les 4 stratégies, moyens que j'ai trouvés pour gérer les crises chez nous. Il reste les solutions en rapport avec les réalités du moment. Je n'ai retenu ici que 3. Les médias. Les médias béninois doivent faire preuve de professionnalisme pour éviter que leurs plumes ne soient des facteurs de crise. Deuxième
chose, ce sont les intellectuels. Les intellectuels doivent rester des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire de l'objectivité. Nous perdons cette qualité de plus en plus au Bénin et il est temps de renouer avec cette pratique qui nous a caractérisés dans la solution. Et la dernière solution par rapport aux réalités du moment, c'est que nos autorités morales, les autorités morales du pays, devront rester dans leur couloir d'action, jouer leur rôle sans se faire missionner par les hommes politiques. Enfin, les solutions principielles. J'ai appelé solutions principielles parce que tout à l'heure j'ai parlé de la nation. Donc ce sont les solutions qui constituent des préalables au renforcement de l'idéal national. En démocratie, je l'ai dit, la nation est un vœu. C'est le vœu de tous. Et le projet national a des préalables que j'ai classés en 3 catégories. Premier préalable, c'est le rôle que jouent les hommes et les femmes dans un pays. Pour savoir quelle chance a un peuple de relever un jour le défi de la nation, il faut juste voir comment on y traite les femmes et les jeunes. Et aussi comment chacune de ces entités de la société, chacune se perçoit et se projette elle-même par rapport à sa participation à l'épanouissement du peuple, aux missions de développement au sein de la République. Les femmes font des efforts, on ne va pas se jeter des pierres, mais nous devons rester collés à nos réalités pour savoir que dans nos sociétés les plus anciennes, les femmes avaient du pouvoir. Les Taïnos, c'est nous, et tout le monde connaît que les Taïnos. Donc, qu'on ne vienne pas nous mettre à la figure que nous ne devons pas prendre notre place dans le débat. Les femmes ont leur place dans le débat public et elles savent nous prendre la jeunesse. Et c'est là toute mon inquiétude dans cette exposition. La jeunesse béninoise est le phénomène des gaillements nous interpelle. Nous avons des milliers, des centaines de jeunes aujourd'hui en prison. Ça doit nous faire réfléchir. Deuxième préalable, c'est la place de l'élite et de la classe politique. La conjugaison des efforts de ces deux entités est imminente et l'on considère que le combat pour l'amélioration de la gouvernance commence dans les familles pour se poursuivre à l'école et dans la vie et s'achever techniquement dans les partis politiques qui ne sont que le reflet de l'éducation et de la formation à l'échelle du pays. S'il y a des décisions à prendre, c'est à ce niveau-là. L'école, on doit y travailler. Les familles, on doit accorder de l'attention, mais les partis politiques aussi. Les partis politiques aussi. Nous devons concevoir un système partisan où nos regroupements politiques ne devront plus être attachés à des personnes physiques. Le débat idéologique doit se faire. Et les doublons doivent être évités. C'est un défi qui nous est lancé. Mon troisième préalable, c'est celui de la mémoire. Il faut l'entretenir. Savoir d'où l'on vient n'est jamais une futilité. Il faut commémorer les hauts faits d'histoire perçus comme tels par les forces vives et perpétuer l'esprit et garder allumée la flamme dans le cœur des générations montantes. Il faut célébrer pour décourager le délestage de la conscience politique collective. Et en cela, il y a des destructions et des délits qui nous interpellent. Nous ne pouvons pas balayer notre histoire et pouvoir construire une nouvelle histoire. C'est un préalable. Et si ce préalable n'est pas rempli, l'esprit national ne sera pas au rendez-vous. Et si l'esprit national n'est pas au rendez-vous, la paix sociale ne sera pas au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, chers participants à ce colloque, pour ces trois préalables, j'ai dit à chacun sa lecture. Ma conclusion pour ce thème, elle est très courte. Il ressort de ce qui précède que l'Église catholique et toutes les confessions religieuses, parties prenantes en ce colloque, ont un rôle à jouer. Un rôle majeur à jouer dans la prévention et la gestion des crises dans notre pays, dans notre nation si fragile, mais avec comme boussole ce que j'ai appelé la promotion
des hommes droits et justes. Je vous remercie.